Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie et de théologie catholique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, cette vidéo n'est pas faite pour être recopiée telle qu'elle, mais elle sert à donner des idées. Alors, nous en sommes rendus à un sujet de critique philosophique, ça veut dire quelque chose qui regarde la manière dont nous pensons, pour savoir si nous pouvons atteindre la vérité. Et le sujet est, est-ce que l'a priori a sa place en philosophie? Alors on sait très bien ce que c'est dans le langage courant qu'un a priori. Ça veut dire une affirmation sans preuve, sans fondement. Quelque chose qu'on amène comme ça, comme une autorité. Sur sa bonne foi, on pourrait dire. En philosophie, ça a une définition un peu plus précise. Un a priori, c'est une connaissance qui arrive avant soit l'expérience. Par exemple, j'expérimente que ce papier existe. L'a priori consisterait à dire, avant de l'avoir montré, fais-moi confiance, il existe, ce papier, il est posé sur la table. Soit avant la démonstration. Pourquoi? Parce que ce sont les deux sources certaines d'une connaissance d'ordre, je dirais, scientifique. Il faut soit l'avoir expérimenté, l'avoir vu de ses yeux en vérifiant qu'on n'est pas, évidemment, pris par l'alcool, par exemple, soit avoir démontré l'existence d'une chose. Par exemple, si je lâche cette télécommande, elle va tomber. Je peux démontrer par un raisonnement qu'il y a donc une gravitation, une force inconnue, invisible, mais qui attire cet objet vers le centre de la Terre. C'est donc pas un a priori, c'est suite à un raisonnement que je le pose. Alors, pour Kant, la définition est un petit peu différente. Pour lui, l'a priori, c'est ce qui est simplement avant l'expérience. Et lorsqu'une connaissance est atteinte par la démonstration, c'est une connaissance a posteriori. J'en resterai, je pense, à la définition première parce qu'elle est plus large. Elle est plus en rapport avec le bon sens qu'on utilise tous les jours. Je ferai donc cette dissertation dans ce qu'on appelle la philosophie réaliste. Ça veut dire qu'elle doit correspondre à la réalité. Elle ne pousse donc pas le doute jusqu'à l'absolu, comme le fait René Descartes, qui lui va jusqu'à douter de la validité même des sensations, des sens. Il se demande, est-ce que mes sens ne me trompent pas? Dans le réalisme, on fait confiance à ses sens, non pas peut-être sur la qualité, par exemple, de ce bleu, mais au moins sur l'existence d'une réalité, comme une voiture qui arrive en face en voiture. On ne va pas commencer à se dire, qu'est-ce qui me prouve que ça existe? Ah, je vais raisonner, comme Dieu existe, donc mes sens ne me trompent pas, donc je fais attention à la voiture et je roule sur ma file. Non, non, c'est pas comme ça que fonctionne le réalisme. Il fait confiance de manière critique, mais il fait confiance au sens, donc à l'expérience. Eh bien, cette dissertation aura deux parties. La première partie pour voir s'il y a des a priori qui seraient légitimes en philosophie réaliste. Et en science, pourquoi pas? Puisque science moderne et philosophie se rejoignent par le fait que leur seul maître, c'est le réel. Le réalisme a été conservé précieusement par les scientifiques actuels de sciences positives, les physiciens, etc. Ça veut dire qu'il faut soit avoir expérimenté, soit avoir démontré qu'une chose est pour s'en servir en science. Et puis, dans une deuxième partie, je verrai là où les a priori ne peuvent absolument pas faire partie de la philosophie. Ils sont illégitimes, évidemment. Donc, première partie, y a-t-il des a priori, c'est-à-dire des connaissances, avant l'expérience, avant la démonstration certaine, qui seraient légitimes dans la connaissance? Alors, d'abord, il faut constater que pour un petit bébé, un petit enfant qui vient de naître, il n'y a aucun a priori, aucun. Ça veut dire que, à la rigueur, devant un enfant de 2 ans, on fait un tour de magie. Ça veut dire qu'on ouvre une boîte, d'où sort une petite boîte, comme ça, d'où sort une vache. Eh bien, ça ne va pas le surprendre plus que cela. Ça le surprend un peu après, lorsque l'expérience lui a montré qu'il y a un problème. Cette boîte est trop petite pour contenir une vache. Et pourtant, elle est sortie de la boîte. Donc, les tours de prestidigitation vont le surprendre, mais quand il est un peu plus grand. C'est logique, un tout petit enfant ne fait pas de philosophie, il n'a pas de réalisme encore. Et je dirais qu'il passerait à travers les murs, que ça ne le surprendrait pas plus que cela. Donc, y a-t-il des connaissances qui sont innées,
qui peut-être effectivement se sont appuyés tout de même un peu sur l'expérience, mais que on ne peut y adhérer que de manière évidente. Eh bien je dirais oui. Il y a même, je dirais, 4 principes fondamentaux en philosophie qui sont des a priori, mais que tout le monde est obligé d'accepter. Et je vais les montrer. Ça va paraître, je pense, évident à chacun quand on les aura cités un à un. Alors le premier principe, c'est le principe d'identité. Ça veut dire qu'une chose, considérée sous le même rapport, est forcément, je dirais, identique à elle-même. Je m'explique, par un exemple concret. Si je prends ce stylo, eh bien, sous le rapport de sa partie supérieure, de son capuchon ici, il est bleu. Eh bien, si j'affirme que sous le rapport, le même, de son capuchon, de sa partie supérieure, non, il est vert. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Alors il peut y avoir un bleu-vert, mais ça c'est pas le problème. De toute façon, c'est une longueur d'onde particulière. Par contre, sous un autre rapport, à savoir cette partie-là, il est transparent. Et là, il n'y a pas de contradiction. Le principe d'identité est respecté puisque je le regarde sous un autre rapport. Je fais remarquer que ce principe n'est pas tout le temps, je dirais, constaté dans nos discussions. Parfois, quand on est très passionné, on peut se battre alors qu'on parle de la même chose mais sous un rapport différent. Par exemple, la femme dit « Mais je te dis que ce chat est noir !» Et moi je te dis qu'il a 4 pattes. Se bagarrer pour ça, c'est pas contrevenir au principe d'identité. On se battrait si l'un disait « il est noir » et l'autre blanc. Issu de cela, on peut dire qu'il y a le principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être sous le même rapport en même temps. Formulé autrement, quelque chose ne peut pas être vrai et faux sous le même rapport en même temps. Alors on pourra opposer les fameuses théories quantiques. En fait, ce n'est qu'une apparence de passer par-dessus le principe de non-contradiction. Disons qu'on ne peut pas savoir en même temps si une particule est à un lieu et en même temps sa vitesse. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Non, le principe de non-contradiction serait bafoué si par exemple je disais que Dieu, qui est tout-puissant, peut créer de sa puissance une sphère tellement lourde qu'il ne pourrait pas la soulever. C'est contradictoire. S'il est tout-puissant, il peut soulever une sphère. Et donc, s'il ne peut pas la soulever, certains répondront, c'est donc qu'il n'est pas tout-puissant. La réponse, c'est que la toute-puissance de Dieu, si elle existe, elle n'est pas opposée au principe de non-contradiction, bien sûr. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une toute-puissance imaginaire, c'est dans le réel. Alors, troisième principe, toujours issu de ces mêmes évidences, c'est le principe du tiers exclu. Ça veut dire qu'une proposition est soit vraie, soit fausse, dans le réel. Par exemple, je porte une chemise bleue. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'un ou l'autre. Évidemment, quelqu'un opposera la chose suivante. Il y a une troisième possibilité. C'est qu'on ne sait pas quelle couleur est sa chemise. Peut-être qu'elle est bleue, peut-être qu'elle est verte. Ça voudrait dire dans ce cas-là que l'image a disparu, que le son seulement existe et que ce cours est écouté en fichier audio. Là, dans ce cas-là, dès qu'on aura la vérité en face, c'est l'un ou l'autre. Elle est soit bleue, soit d'une autre couleur. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Toujours pareil, hein, c'est issu du principe de non-contradiction. Et enfin, il y a un quatrième principe qu'on appelle le principe de raison suffisante, que moi je préfère appeler, c'est plus simple, le principe de causalité. Il se formule comme cela. Jamais rien, alors je le lis, hein, c'est plus simple. Jamais rien n'arrive sans qu'il n'y ait une cause ou au moins une raison déterminante. Ça veut dire que tout ce qui est là a une cause. Je suis là, j'ai forcément une cause qui est mon père et ma mère qui m'ont donné la vie. Et si je fais de la philosophie, c'est peut-être qu'il y a une cause, j'ai dû l'apprendre quelque part. Cette télécommande dont je me sers, elle a forcément une cause, et j'ajouterais qui lui est adaptée. Cette cause ne peut pas être un chien qui l'a fabriquée, impossible. Ça ne peut être qu'une ingénierie, donc des êtres humains, probablement, quelque part. Mais je ne peux pas savoir s'ils sont mariés ou célibataires, s'ils sont japonais ou pas, ou alors il faudrait que je voie l'origine de fabrication. Alors, ce principe, ce quatrième principe, on pourrait se demander, est-ce qu'il est vraiment avant nos expériences? Ça veut dire, est-ce qu'il n'est pas au contraire fondé sur l'expérience qui nous a montré qu'on n'a jamais vu, de nos yeux vus, quelque chose qui ne soit pas causé par autre chose? La réponse est qu'en fait,
nos expériences n'atteignent qu'un tout petit bout du monde, une petite quantité. Et donc on le généralise par une induction. On dit, c'est logique, pas d'effet sans cause, parce que, on le constate, c'est vrai, mais parce que c'est logique, c'est obligatoire partout. Ce principe, ce quatrième principe, est parfois remis en cause. Par exemple, quand le scientifique Stephen Hawking dit « à l'origine du monde, le Big Bang », eh bien, il peut sortir du néant. Parce qu'on constate, dit-il, que du néant, qu'il appelle le vide quantique, et c'est peut-être là son erreur, parce que le néant c'est un concept qui signifie l'absence d'être, donc l'absence de cause, du néant, qu'il appelle le vide quantique, sortent des particules, comme cela. Et donc il en conclut, pourquoi pas, pour le Big Bang au début de l'univers. Je répondrai qu'il touche ici à une question d'ordre métaphysique et non pas scientifique, parce que la science ne peut pas atteindre ce qui se passe avant le Big Bang. C'est une question réaliste, mais une question de philosophie. S'il y répond comme cela, évidemment, il indique qu'il y aurait eu une chose dans le monde qui n'aurait pas de cause, parce que le néant n'est qu'un concept posé pour être pratique, pour signifier l'absence de cause. Et donc, il s'assoirait sur le principe que je viens d'indiquer, le principe de causalité. D'autres, comme par exemple les frères Bogdanov, en philosophie, disent « Non, il faut poser une cause adaptée à cet effet qu'est le Big Bang. Et puisqu'il est hyper intelligent, et puis qu'il sort comme ça de rien, il faut poser un ingénieur suprême, mathématicien, qui n'a jamais commencé d'exister. Parce que s'il avait commencé d'exister, d'où viendrait-il? Du néant. Donc un être qui soit sa propre cause, issu de lui-même, qui est, tout simplement. Pourquoi pas? Mais je dirais que là, c'est une généralisation osée. En tout cas, on n'a jamais constaté quelque chose qui n'est pas une cause. C'est vrai, c'est un principe universel que l'expérience vient confirmer. Alors, à partir du XIXe siècle, lorsque la philosophie est entrée dans l'hyper-soupçon, c'est-à-dire qu'on mettait en cause tout, y compris ses principes premiers, certains philosophes ont essayé de les contourner, de les dépasser. Je pense que dans la réalité, c'est impossible. Si on dépasse par exemple le principe de non-contradiction, qu'on peut affirmer qu'en même temps cet homme est un chien, et un chat, et un ours, on ne peut plus penser. Par contre, en mathématiques, il y a parfois possibilité d'établir des équations qui semblent dépasser le principe de non-contradiction. Elles semblent le dépasser. Je pense à l'ensemble I, irréel, racine carrée de -1. Mais en réalité, ce sont des concepts abstraits, et on peut tout faire avec les concepts abstraits. Lorsqu'on se sert d'un chiffre mathématique irréel, après, il n'est utile que s'il est utilisé avec des principes premiers de la pensée. Sinon, on n'aboutit à rien. Je dirais donc que ces 4 principes fondamentaux sont des a priori nécessaires parce qu'ils sont la structure même de la pensée, la structure même de la réalité aussi. Et donc, on ne peut pas sortir de ce monde réel sans devenir incapable de penser quoi que ce soit. Je dirais que ces principes sont même essentiels dans toutes les disciplines. Sinon, on entre dans ce qu'on appelle la magie. À savoir, par exemple, je porte autour du cou un gris-gris avec une griffe de loup, et ce gris-gris va me permettre un effet qui n'est pas en rapport avec ce qu'il est possible de faire, comme par exemple me rendre immortel. Eh bien, c'est ce qu'on appelle de la magie. On attribue à une cause incapable un effet qu'il ne peut pas produire. Alors voilà donc 4 a priori qui sont légitimes, me semble-t-il, en philosophie. Reste un autre domaine à voir. L'hypothèse philosophique, l'hypothèse scientifique. Est-ce que ce sont des a priori légitimes en philosophie? Alors je rappelle que la philosophie réaliste, elle intègre toute méthode de connaissance qui permet d'atteindre le réel, du moment que cette connaissance est issue d'une méthode, je veux dire, de la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une révélation venant d'en haut qui ne peut pas démontrer. Résultat, je voudrais donner un exemple. L'exemple d'Albert Einstein. Albert Einstein, au début du XXe siècle, est confronté à un mystère, à savoir que la lumière, quelle que soit notre vitesse, même si on était dans un vaisseau spatial qui circulait, mettons, à 200 000 km par seconde, devant nous et derrière nous,
est toujours à 300 000 km par seconde. Elle est stable. On l'appelle c, c'est une constante, mais une constante qui ne bouge pas. Résultat, il se confronte aux équations, il regarde qu'est-ce qui pourrait faire que ça devienne mathématique. Et il se dit, abstraitement, pourquoi est-ce que je ne ferais pas varier le temps et les distances, puisque la vitesse est finalement du temps qui permet de parcourir une certaine distance. Il le fait, il développe ses équations, il aboutit à des conclusions. Il émet l'hypothèse que donc, selon notre vitesse, le temps se rétracterait, et les distances aussi, que ce seraient donc des variables relatives. Est-ce qu'on peut dire que son hypothèse est légitime? Je répondrai oui, elle l'est, mais attention, elle n'est pas encore scientifique, ni philosophique. Pour le devenir, alors, il faut qu'elle soit vérifiée par l'expérience. Ça veut donc dire que l'intelligence humaine a le droit de poser des a priori, mais en les appelant hypothèses, en philosophie, sans les appeler certitudes. S'il les appelle certitudes, alors il entre dans quelque chose d'autre, qui s'appelle un a priori illégitime en philosophie. Donc Albert Einstein, confronté à ça, puisqu'il est un scientifique réaliste, va dire, d'après mes équations, la lumière devrait être décalée de tant de degrés, et ça sera vérifiable lors de l'éclipse de soleil qui aura lieu en 1915. Normalement, vous verrez la lumière des étoiles derrière le soleil qui vous apparaîtra à un autre endroit que l'endroit où est l'étoile, de tant de degrés. Arrive l'éclipse, on vérifie, ça se révèle vrai. Du coup, en conséquence, tout le reste de ce qu'il avait prévu se révélera peu à peu vérifié, vrai. Et bien ce qui indique que son hypothèse, que le temps et l'espace sont relatifs, est vraie. Elle correspond au réel. Elle devient une certitude d'ordre scientifique, donc philosophie réaliste. Mais attention, ça ne veut pas dire que cette théorie, après formalisée par les maths, expliquera tout le réel. Des choses échappent à cette théorie. Et donc il faut encore chercher, émettre d'autres hypothèses. C'est légitime, c'est la recherche. Tout le problème dans le domaine des hypothèses, c'est évidemment quand une hypothèse, parce qu'on y croit trop, devient une thèse. Et c'est malheureusement un mécanisme fréquent. Alors on donne souvent comme exemple l'affaire Galilée. Galilée, donc, par ses calculs, constate qu'en posant le Soleil au centre de l'univers, les équations qui calculent le cycle des planètes sont simples, tout d'un coup. Alors que si on pose la Terre comme centre, c'est compliqué, ça fait des allers-retours, ça va dans tous les sens. Donc, la science actuelle affirme que, dans le cas de l'affaire Galilée, des a priori, ceux du dogme, ou ceux plutôt de la philosophie de Ptolémée, la cosmologie qui dit que la Terre est au centre de l'univers, s'est imposé et qu'on ne l'a pas écouté. En réalité, c'est plus complexe que ça. Disons que Galilée, appuyé sur son hypothèse, mettait en cause le dogme, en disant que tel texte biblique qui dit que le soleil s'arrêta au zénith, c'est à l'époque de Moïse, est donc faux. Et on lui signifia de ne pas se mêler de théologie, de ne pas non plus écrire les livres en présentant son hypothèse comme une thèse, puisqu'elle n'était pas encore vérifiée. Donc c'est assez compliqué, à une époque où en fait, l'Église, les papes en particulier, étaient très très férus en sciences et en art. C'était la Renaissance finalement. Donc c'est peut-être une époque mal choisie. Par contre, on constate que c'est un mécanisme de tous les temps. Je rappelais le cas de Ignaz Semmelweis, ce médecin qui expérimentalement disait « il faut se laver les mains ». Il le disait en 1864. « Quand je me lave les mains, j'ai moins d'infections chez les femmes qui accouchent. Il faut se laver les mains ». Il fut moqué par les pontes qui étaient dans des a priori, en disant « mais c'est ridicule tout cela ». Et quelle est la cause qui provoquerait que se laver les mains améliorerait le sort des parturientes. Actuellement, l'une des grandes tentations de transformer une hypothèse en thèse, c'est la généralisation par la biologie des micro-évolutions qui sont constatées, qui provoquent des changements de forme d'organes, des papes qui s'allongent, et éventuellement même le passage d'une souris à un éléphant. Mais la généralisation à l'apparition de l'ADN radicalement nouveau qui code des fonctions vitales radicalement nouvelles, comme par exemple l'apparition pour la première fois à l'ère primaire de l'œil connecté au cerveau, le sens de la vision.
En effet, pour appliquer à l'apparition de ces ADN gigantesques, précis, codants, la théorie de l'évolution, on est embêté. Normalement, la théorie de l'évolution, il y a une mutation qui est due au hasard, une petite mutation, forcément. C'est pas tout d'un coup 1 million de bases qui vont apparaître et qui codent un œil. Cette mutation est due au hasard, donc elle n'a pas de finalité, il n'y a pas de but. Et, je dirais, comme elle est utile à l'évolution, elle est gardée, et ensuite, tout d'un coup, elle se met à s'exercer sous forme du sens de la vision. L'inconvénient, c'est que, normalement, dans cette théorie-là, mutationniste, une mutation inutile est éliminée par sélection naturelle. Donc, quelque chose dans le mécanisme se mord la queue. Alors, évidemment, toute personne qui met en doute ce mécanisme-là est catégorisée presque dogmatiquement de créationniste ou d'évangélique. En réalité, il y a d'autres hypothèses qui peut-être pourraient améliorer cette recherche. Comme par exemple, quelque chose de tout nouveau, mais vraiment nouveau, qui était rejeté il y a à peine 10 ans. L'introduction du mécanisme de Lamarck, à savoir pourquoi est-ce que certains caractères acquis durant la vie ne seraient pas transmis à la génération suivante un petit peu. Dans ce cas-là, on aurait quelque chose déjà de plus satisfaisant comme mécanisme. On appelle ça maintenant l'épigénétique, pour ne pas dire qu'en fait, c'est la transmission de caractères acquis. L'impossibilité de rechercher dans ce domaine, la dogmatisation tatillonne, vient du fait que, constatant la réalité de gènes extrêmement complexes, 100 millions de fois plus complexes que les ordinateurs actuels, codants, précis, eh bien, certains sont tentés de dire « et si on posait aussi l'hypothèse d'une intelligence organisatrice ?» Je parlais tout à l'heure des frères Bogdanov par rapport à la première seconde de l'univers. Ils posent la même hypothèse. Et certains, évidemment, disent « attention, on fait retour au sacré ». Eh bien, je dirais qu'en philosophie réaliste, nier cette hypothèse-là est un a priori. Le vrai dialogue, le vrai débat consiste à chercher par hypothèse si des mécanismes purement matériels pourraient expliquer tout, y compris les macroévolutions, mais à rester ouvert à l'hypothèse qu'une intelligence puisse être à la base de certaines choses. Donc on le voit, la philosophie ne se ferme pas a priori à la question de la sagesse, donc d'un être premier, comme disait Voltaire, grand horloger de l'univers. La science moderne, quant à elle, évidemment ne peut pas en parler, c'est pas dans sa méthode. Elle n'est pas athée a priori. Elle est athée par méthodologie, puisque elle ne s'occupe que ce dont elle peut mesurer par l'outil mathématique la prégnance. Résultat, elle est bornée au domaine de la matière, et je dirais qu'elle est bloquée dans l'origine de l'univers avec le mur de Planck. Un mur où la matière est tellement concentrée, les températures tellement hautes qu'elles échappent à toute possibilité de formalisation et de connaissance. Sauf la connaissance philosophique, qui, elle, dépasse cela, qui cherche les causes. Alors, je voudrais maintenant passer à la deuxième partie, qui est introduite par ce que je viens de voir précédemment. Quand les a priori sont illégitimes, en philosophie réaliste ainsi qu'en science. Je dirais donc que, à part les 4 principes fondamentaux de la pensée que j'ai cités, à part l'hypothèse qui est une méthode légitime, tout ce qui est apporté par autre chose que soit l'expérience, et son pendant moderne, l'expérimentation scientifique, qui vient la compléter, ou alors un raisonnement appuyé par exemple sur le principe de causalité. Comme je le disais, la gravitation existe forcément puisque tous les corps sont attirés vers le centre de la Terre. Tout ce qui est en dehors de ces 2 voies peut être considéré comme des a priori. Et je citerai en premier lieu le dogme religieux. Par exemple, si on affirme dogmatiquement que Mohammed est prophète de Dieu, ou que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme, ou que, après cette mort, nous nous réincarnons sans cesse, jusqu'à ce qu'ayant atteint l'extinction de ces sentiments, nous devenions une part du grand tout. Eh bien, toutes ces choses-là, qui sont de l'ordre de la croyance religieuse, a priori, dans la confiance, une vision du monde,
qui est basée pour les musulmans et les chrétiens sur une affectivité, et pour le bouddhisme ou l'hindouisme sur des traditions très anciennes qui considèrent le monde comme un Dieu suprême. Eh bien, tout cela n'a pas sa part en philosophie. La philosophie ne peut pas les recevoir, sauf à titre d'opinion. Elle peut les écouter, c'est intéressant de voir quelles sont ses explications, mais tant que ce n'est pas vérifié expérimentalement, ou par une démonstration, ce qui est impossible pour le moment, eh bien, c'est en dehors du domaine de la philosophie et des sciences modernes. Maintenant, si quelqu'un arrive à l'heure de la mort, de l'autre côté de ce monde, il voit par exemple que, je ne sais pas moi, le Dieu s'appelle quelque chose, que c'est telle révélation, que par exemple l'ange apparaît à l'heure de la mort sous forme d'Anubis, le chacal dont parlaient les Égyptiens. Dans ce cas-là, parce qu'il l'a vu de ses yeux peut-être spirituels, ou parce qu'il l'a expérimenté, ça rentre pour lui dans le domaine de la philosophie. Alors, à cet égard, il faudrait traiter de quelque chose de particulier. Si les croyances affectives, donc non vérifiées, sont des a priori, qu'en est-il du témoignage? Par exemple, des gens ont des arrêts cardiaques et avec la médecine moderne, en les réanimant, ils racontent à peu près tous la même histoire. Ils disent qu'ils sortent de leur corps et ils voient, ils entendent ce qui se passe dans la pièce, ils peuvent même en rapporter des témoignages. Puis ils passent par un tunnel, ils voient un être de lumière et tous les proches décédés. Cet être de lumière est rayonnant d'amour et de vérité. Ils reviennent sur Terre, et pour eux, c'est très pénible parce que la Terre n'est pas le vrai monde. Le vrai monde serait de l'autre côté. Ces témoignages, comment s'en servir? Eh bien, je dirais, ils peuvent être utiles en philosophie, voire peut-être quelquefois en science, mais avec un sens critique éprouvé. Ils ont la même place, on pourrait dire, que l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure. Du moins, tant qu'ils n'ont pas été démontrés comme étant véridiques par une expérimentation. Je pense que les anglo-saxons essayent de le faire par rapport à ces fameuses Near-Death Experiences. Par exemple, ils interrogent des aveugles de naissance qui prétendent avoir vu pour la première fois, ou des enfants qui a priori ne sont pas portés à mentir. Tout le problème, c'est que comme l'expérience est connue, de plus en plus connue, les témoignages actuels sont de plus en plus suspects, alors que ceux des années 75, quand le docteur Raymond Moody a découvert le phénomène, peuvent être peut-être davantage tenus en considération. Pour prouver à quel point un témoignage humain est fragile, on sait qu'aux États-Unis, il y a depuis quelques années des femmes qui prétendent être enlevées par des extraterrestres vicieux qui leur font des enfants. Or, la chose était pratiquement enseignée de la même façon au Moyen-Âge. Des femmes parlaient des incubes et des succubes, des démons vicieux qui couchaient avec elles. Le problème, c'est que le phénomène n'est pas raconté en Europe, parce que cette façon de voir les choses est dans la mythologie américaine. L'Europe ne parle jamais de cela, ou pratiquement jamais. On devine donc là où je veux en venir. Peut-être qu'il y aurait certains phénomènes liés à l'imaginaire, un imaginaire fragile. C'est possible. Du coup, pour entrer en philosophie et devenir quelque chose de réaliste, si je reprends l'exemple des NDE, eh bien, il faut inventer des protocoles d'expérimentation, puisqu'on ne peut pas soi-même expérimenter. Et de toute façon, si on l'expérimentait, ce ne serait qu'un témoignage de plus. Peut-être le cerveau qui, en fin de vie, a des rêves qui pacifient la mort qui arrive. Expérimentation veut dire objectivisation. Par exemple, certains médecins en Amérique ont collé par-dessus les armoires des salles de réanimation des autocollants qui n'y ont rien à y faire. Une grenouille, en disant bien aux femmes de ménage, attention, vous ne les enlevez pas, vous les nettoyez. Eh bien, si un des malades, ou deux, ou trois, qui n'est pas au courant de ça, qui est amené par exemple de très loin, après sa réanimation, dans la salle en question, témoigne avoir vu du plafond où il se trouvait, alors qu'il assistait à la scène des autocollants de grenouilles sur les armoires, on aura là quelque chose qui fait entrer peu à peu ce phénomène dans le domaine de la philosophie, parce qu'il est vérifié expérimentalement. Pour bien montrer à quel point la philosophie est donc quelque chose
qui n'acceptent pas l'opinion, le témoignage comme ça, de manière aveugle, par la confiance et la bonne mine de la personne. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'avais un élève qui avait lu tous ces livres-là et qui me disait « Monsieur, je me décorpore à volonté ». Alors j'étais très content. Je ne me suis pas du tout moqué de lui, mais je lui ai dit « Fantastique, ce que je vais faire, je vais mettre par-dessus mon téléviseur à la maison un objet. Puis je ferai quelques fois l'expérience, 3-4 fois. Cette nuit, tu te décorpores, tu viens chez moi. D'après le phénomène, l'adresse est trouvée automatiquement parce qu'on y pense. Et tu me dis demain ce qu'il y a sur ma télé. » Évidemment, jamais il n'a pu me dire ce qu'il y avait sur ma télévision. Et je lui ai fait convenir qu'en fait, sa décorporation était plutôt quelque chose d'imaginaire, qu'il n'y avait pas de phénomène objectivable. Donc, cet exemple, je crois, a montré ce qui est illégitime en philosophie, ce serait de lui faire confiance a priori parce qu'il est sincère. Non, ça ne suffit pas. La philosophie, je le répète, soit expérimente, en complétant l'expérience par l'expérimentation scientifique, donc un protocole qui secoue l'expérience dans tous les sens pour vérifier qu'elle n'est pas imaginaire, soit par une démonstration appuyée sur un principe premier, comme par exemple le principe de causalité. Tout est fait à une cause qui lui est adaptée. Alors donc, en conclusion, je dirais que pour juger de la pertinence d'un a priori, il faut être réaliste. D'accord, mais là, je voudrais ouvrir un petit peu le sujet. Par rapport à ce qu'on appelle la philosophie du soupçon, celle qui est née, disons, à partir de René Descartes. En fait, la philosophie est fondée sur un a priori. Et cet a priori, c'est que mes sens, globalement, ne me trompent pas. En tout cas, me permettent de poser un jugement sur l'existence d'une réalité qui est devant moi, même si je la vois sous un point de vue. Là, on peut tout à fait critiquer. Je crois que le philosophe réaliste, comme le scientifique, doivent accepter cet a priori. Eh bien, ce n'est pas le cas toujours. On peut dire que René Descartes est celui qui a élaboré le doute systématique, y compris sur les sens. Et comme ça, a priori, on se dit pourquoi pas. Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de rêver que je fais une vidéo? Et que tout cela n'est pas un rêve produit par mon esprit. Lui, il établit une démonstration en disant non, ça ne peut pas être complètement un rêve. Il y a au moins une chose que je sais avec certitude. C'est que si je pense, c'est donc que je suis. C'est-à-dire j'existe. Et si je doute que je suis, c'est que je pense. Et donc si je pense, c'est que je suis. C'est ce raisonnement-là qui fait qu'il estime qu'il est mathématique, il est incontournable. Et donc, pour lui, cela prouve qu'au moins une chose est certaine, a priori, c'est que j'existe. Le jeu est amusant, mais attention, lorsqu'il devient une philosophie, ça veut dire que ses successeurs commenceront à se dire « Mon idée crée le monde, et je vais donc créer des idées magnifiques, et le monde se soumettra à ces idées. » On tombe dans ce qu'on appelle les idéologies. C'est dangereux. Pour ma part, je crois que la philosophie doit rester ce qu'elle a été dans son âge plénier, celui d'Aristote, en tout cas selon son esprit. Elle est réaliste. Ça veut dire que son maître, a priori, c'est le réel. Elle fait confiance aux sensations, mais pas n'importe comment, avec tout de même un sens critique, pour repérer là où les sens peuvent tromper, ou alors quand l'intelligence peut mal interpréter les sens. C'est le cas par exemple du mirage. Dans le mirage, mes sens ne me trompent pas. On prend une photo du mirage, il est sur la photo. Ce qui me trompe, c'est mon intelligence qui interprète le mirage comme étant de l'eau, plus loin. Par contre, dans l'hallucination, mes sens me trompent. Si je prends une photo de l'hallucination, elle n'est pas sur la photo. Donc, le sens critique est là, mais il n'empêche que globalement, si on ne fait pas confiance à l'expérience, à l'expérimentation, on ne peut rien faire, rien dire. Il n'y a pas non plus de science moderne. Donc, il faut, si on veut redevenir réaliste en philosophie, sortir des philosophies du soupçon. Ça me paraît essentiel.